Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir une invitée au parcours à la fois riche, inspirant et profondément humain. Anrita Berchi est psychologue du sport, coach mental et ancienne athlète de haut niveau. Elle a été championne suisse d'équitation avec le rêve de participer aux Jeux Olympiques, un rêve auquel elle a dû renoncer en cours de route et elle nous parlera peut-être un peu de ça plus tard dans l'épisode. Suite à ça, elle a choisi de se consacrer à l'accompagnement d'athlètes et professionnels à travers l'entraînement mental. Aujourd'hui, elle travaille avec des sportifs de tout horizon, nageurs, basketteurs, cyclistes et bien d'autres. Personnellement, je me réjouis beaucoup de cet épisode parce que le terme d'entraînement mental est de plus en plus utilisé, mais il reste large, voire flou. Il existe beaucoup d'approches et d'accompagnements possibles et nous avions donc envie de prendre le temps de creuser ce sujet avec le regard précis, nuancé et expérimenté d'une psychologue du sport et coach mental. Et pour finir, moi un détail aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est que Anrita a eu la chance d'être formée par Graham Betchart, coach mental NBA, qu'on a eu le plaisir d'avoir sur un podcast et qui a suscité énormément de retours positifs. Donc Anrita, merci infiniment d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Pour commencer, je t'ai rapidement présenté, mais est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un peu plus sur ce parcours déjà très très riche et sur le chemin qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui? Oui, bien sûr. Merci. Tu as dit les points principaux, en tout cas de mon activité actuelle, c'est la psychologie du sport, donc le travail avec les athlètes. Je travaille aussi comme, on appelle ça équicoach, c'est-à-dire que j'inclus les chevaux dans mes accompagnements. Pourquoi les chevaux? C'est un peu la grande question, parce que ça m'amène à une autre partie de mon parcours qui est celui dont tu as mentionné, le sport d'élite aussi dans l'équitation, le dressage. Donc avant tout, voilà, c'était un coup de cœur depuis petite, des grands rêves, et assez vite la prise de conscience de l'importance de se connaître soi et qu'est-ce qu'on transmet. Et il n'y a pas de meilleur formateur, j'ai envie de dire, qu'un animal de 600 kilos qui, qui n'y va pas par quatre chemins pour t'expliquer s'il est d'accord ou pas et surtout ce qu'il ressent de ta part. Donc, on peut parfois se dire, je suis pas stressée, ça roule, tout va bien. On arrive peut-être à se le faire croire à soi-même, mais un cheval, ça passe pas. Donc j'ai assez vite voilà, eu des signaux que j'aurais peut-être besoin d'aller voir un peu plus ce qui se passe dans les compétitions, par exemple. Quand voilà, il y a des événements improbables qui arrivent, on se dit, bah, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose à aller voir. Et c'est là que j'ai appris que voilà, on pouvait travailler sur ces aspects-là. J'ai travaillé avec un préparateur mental, une psychologue du sport aussi. Et puis, ça a pris énormément de sens déjà à titre personnel. Et puis, je trouvais ça en plus fascinant, quoi. Vraiment, je me disais, dans le sport, dans la performance, voilà, il y a toute une dimension en fait, qui est cruciale, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, enfin dans l'aspect euh, performance, je dirais, mais aussi au moment de ma fin de carrière, qui a été assez brutale en fait. Hein. Tu as parlé de mon grand rêve des Jeux. Je rêvais d'aller aux Jeux de Rio. J'étais partie aux Pays-Bas pour m'entraîner. Et voilà, tout était lancé pour vraiment faire ça à fond. Et puis, un peu du jour au lendemain, une situation financière, familiale qui m'a obligée en fait à arrêter assez brutalement, quoi. Donc là aussi, il y a tout ce qui se passe quand on arrête sa carrière, d'autant plus de manière pas choisie. Du coup, voilà, j'ai aussi vu tout l'impact du travail sur le plan mental, psychologique, au-delà du sport, quoi, dans toutes les dimensions qu'on a en tant qu'être humain. Donc c'est là où ça me parlait déjà. Hein, j'avais envie de faire ça et là d'autant plus, je me suis dit ok, j'ai envie aussi de partager ce que j'ai appris et ouais, aller pouvoir aider d'autres athlètes et approfondir. Donc voilà ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que du coup que je travaille maintenant aussi avec les chevaux. Mais donc tu t'étudiais déjà la psychologie du sport pendant que tu faisais
Ouais. L'équitation à haut Je me niveau? suis formée Ah, je wow. faisais mes Ok. études de psy et puis avec la perspective d'aller dans la psy du sport, ouais. Je me suis spécialisée après. Ah, ok. Mhm. Ok. Wow. Ouais, ton parcours est hyper riche et impressionnant, hein. Bon, merci pour les précisions. Je crois que dans le podcast, on a vraiment aussi à cœur de parler d'entraînement mental. Et puis en fait, on se rend compte quand on dit déjà le mot entraînement mental, il y a plein de gens qui projettent des choses sur différents aspects. Puis on va essayer de délier un peu tout ça dans le podcast. Mais toi, si on parle d'entraînement mental, ce serait quoi pour toi? Comment est-ce que tu pourrais le définir qui permettrait à ce que les gens comprennent bien ce que ça représente? Bah déjà, quand on dit entraînement mental, j'aime bien la partie entraînement, hein. C'est que c'est Mhm. quelque chose qu'on pratique, comme un entraînement physique, par exemple. Donc, on peut assez bien prendre ce parallèle de se dire, bah, un certain nombre de compétences qu'on va développer pour favoriser la performance et le bien-être et la santé. Pour aller plus précisément, bah, on va parler de certaines compétences ou habiletés mentales qui sont bah, la concentration, la gestion du stress, la motivation. Et tout ça, c'est des composantes en fait de la performance. Et puis, l'idée de l'entraînement mental, bah, un peu comme quand on va justement faire un programme d'entraînement physique, on va essayer d'identifier bah, quelles sont mes forces, quels sont mes points à améliorer, et puis bah, à partir de là, mettre en place des outils, des pratiques qui vont faire qu'on peut renforcer en fait ces différentes compétences. Moi, je trouve que quand je commence à accompagner des athlètes avec cette idée d'entraînement, ils viennent souvent avec une idée de rapidité, de résultat. Et justement, contrairement à ce que tu dis à l'entraînement, ils ont plutôt envie de plusieurs petites choses et ils ont la sensation que ça va aller assez vite. Et puis, d'essayer de leur faire passer cette idée d'entraînement. Comment toi un peu se déroule un accompagnement dans le temps, comment tu fais sentir qu'il va y avoir une certaine durée dans cet accompagnement et puis comment ça évolue un peu avec le suivi de tes Mhm. athlètes. Oui, et tu as dit aussi avant le côté représentation qu'on peut avoir de l'entraînement mental. Donc il y a le côté rapidité, mais il y a aussi ben, avec quoi ça vient quand on parle de mental. Hein, des fois, ouais, ça peut faire peur, ça peut être associé à quelque chose qui va pas, un problème. Donc je pense qu'avant tout, ces représentations, elles sont importantes à discuter et bah, à déconstruire en fait. Donc pour moi aussi, ça me semble important quand quelqu'un fait une démarche pour venir travailler là-dessus, c'est déjà comprendre un peu aussi ce qu'elle s'imagine et à quoi elle s'attend. Aussi pour ben, que ce soit clair pour tout le monde et puis aussi ben, pouvoir apporter des ajustements. Quoi. Et comme tu le dis là, s'il y a cette idée de ben, c'est un peu la baguette magique, ben, de dire que c'est pas le cas. Et en effet, ben, comme on disait avant, le côté entraînement et le parallèle avec l'entraînement physique, ben, je pense que c'est quand même celui auquel on peut le plus s'identifier parce que qu'on soit sportif d'élite ou amateur, on se sent bien que ça se passe pas du jour au lendemain, quoi. Je peux avoir envie d'améliorer mon temps de course, mais voilà, ça prend le temps qu'il faut avec. Et je pense que ça, c'est important de le nommer, en fait. Et que c'est pas quelque chose qu'on peut ticker sur une box en se disant, ben voilà, ça c'est bon, gestion du stress c'est réglé, il n'y a plus besoin de s'en occuper. C'est des choses qui vont nous accompagner toute la vie et peut-être de le formuler aussi de cette manière-là, que c'est pas uniquement bah, sur un terrain que sur le contexte sportif, mais c'est vraiment comment j'appréhende la vie, les challenges, comment je me connais mieux, mes forces, ce qui peut être parfois mes pièges, et peut-être donner une perspective aussi plus globale à pourquoi on fait ce cheminement de travail sur soi, quoi. Parce qu'au-delà de l'entraînement mental, je pense que c'est vraiment aussi cette partie de se connaître mieux et d'explorer aussi un peu. Puis donc pour toi, ça peut prendre quoi comme durée, les accompagnements? Enfin, t'as des athlètes que tu accompagnes depuis 6 ans? Pas 6 ans, mais plusieurs années, oui. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à ça parce que tout dépend vraiment de la demande et voilà, qu'est-ce qu'on travaille. Euh, à savoir aussi que c'est variable justement selon cette demande. Peut-être on va travailler pendant un certain temps et puis après il y a une période de pause où là on fait un petit peu moins et puis après on reprend.
Euh, mais c'est vrai que l'idée, je pense que le côté de la continuité, il est important aussi pour sortir de cette idée de, ouais, c'est un quick fix, quoi. Vraiment, Mhm. c'est un processus et ça ne veut pas dire qu'on doit se voir tout le temps et que c'est toujours la même chose. Mais il y a vraiment cette idée de pouvoir avancer. Ensuite, on a des outils, on applique, on se connaît mieux soi-même. Après, peut-être qu'on débrief. En fait, c'est ça, c'est avoir un espace pour prendre un peu de recul, se dire, OK, ben, comment s'est passée ma saison, ben, voilà ce que je prévois pour la suite. Et du coup, ben, si les saisons s'enchaînent, par exemple, ben, ça fait qu'on a régulièrement de quoi travailler ensemble, en fait. Donc, ouais, ça peut être aussi par rapport à des échéances sportives qui arrivent, mais aussi ben, un aspect personnel, ce qui est pour moi aussi très important dans l'accompagnement. Et du coup, ben, ça amène parfois du travail sur d'autres pistes lorsqu'il n'y a pas la saison de compète, où voilà, on va avoir peut-être plus le temps d'explorer d'autres choses. Donc, c'est vraiment au besoin et à la demande, mais je fonctionne pas en tout cas en disant, bah voilà, en 6 séances, on a réglé le truc. Parce que je pense qu'il y a aussi l'aspect, ouais, justement, plus global, quoi. Donc, j'ai pas de réponse absolue à donner. Et toi encore, bah aujourd'hui, personnellement, qu'est-ce qui t'anime profondément dans le fait d'accompagner des athlètes sur le plan mental? Ce qui m'anime profondément. Bah, je trouve toujours déjà que ces parcours d'athlètes, au-delà d'athlètes, ces parcours humains, ils sont fascinants, hein. Toutes ces ressources, enfin, tout cet investissement, tout ce qui est mis en place, cette passion, c'est toujours des discussions, des rencontres voilà, qui sont riches. Après, elles sont parfois aussi plus challengeantes en fonction de ce que la personne, elle vit. Mais c'est vrai que je pense de pouvoir répondre à une demande de quelqu'un qui aimerait approfondir une thématique personnelle ou qui est face à des challenges ou qui peut se sentir peut-être coincé ou au contraire qui aimerait améliorer certaines choses, ben, je trouve ça génial, quoi, juste de pouvoir faire ce travail ensemble. Pour moi, c'est vraiment un accompagnement, mais dans le sens où ouais, on travaille ensemble à ça, vers un but, ensemble aussi avec le reste d'une équipe. Puis je pense que ça, c'est un point aussi qui est important pour moi dans le travail avec les athlètes, c'est le reste de l'entourage aussi, comment on peut mettre en place quelque chose de soutenant pour l'athlète. Et voilà, quand ça peut fonctionner, puis être porteur, ben, c'est super pour eux. Donc je trouve que c'est toujours passionnant. Souvent, les athlètes viennent sur l'entraînement Ouais. mental avec une idée quand ils viennent parce qu'ils ont un Oui. problème. Et puis, ben, toute cette idée-là de l'entraînement, ben, de ce que tu décrivais déjà très bien, hein, sur la motivation, la construction de quelque chose vers un objectif, qui est en fait du développement de compétences, alors qu'eux viennent parfois avec une idée de ah, en Suisse romande, on va faire appel à un entraînement mental parce qu'il y a un Mhm. problème. Puis, je me demandais si pour toi, c'était aussi souvent le cas dans les demandes d'athlètes Mhm. que tu avais. Ben, si je réfléchis un peu, c'est vrai que ça peut être parfois ouais, le point de bascule qui amène à faire la démarche, quoi. Il y a un blocage quelque Mm. part, ou une période difficile, par exemple une blessure, Bien sûr. ou justement un ressenti, des symptômes qui font que ça va pas bien. Donc c'est ça qu'on dit, ok, ben là ça va vraiment plus. Euh, Parfois il y a aussi d'autres démarches où c'est plus dans la préparation en fait, au vu d'un projet. Ben il y a l'idée de se dire ben voilà je mets en place ben, une équipe et ben, j'aimerais aussi développer ce pilier-là. Donc c'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est justement ça fait partie d'une vision globale. Donc je dirais qu'il y a aussi cette approche. Et puis ben ça c'est chouette quand c'est comme ça, plutôt que quand c'est ben, éteindre un incendie un peu en plein milieu d'une saison. Après, ben voilà, des fois c'est comme ça que ça commence, puis que ça ouvre la voie. Euh, mais il y a aussi l'aspect d'anticipation et ça c'est quand même le plus, je
je dirais ça aide à avoir plus de temps et pas être dans l'urgence justement pour commencer un travail. Alors, j'imagine qu'il y a une part de confidentialité dans ce que tu fais, mais est-ce que tu serais d'accord de nous raconter peut-être un moment, une situation où le travail que tu as fait avec un athlète l'a profondément aidé, transformé dans sa performance ou son bien-être? Hmm. Ah, c'est difficile, je vais essayer de réfléchir. Je trouve toujours délicat de moi-même donner les témoignages, je dois dire, parce que bon, voilà, ça reste ma perception, puis après, ce qui importe, c'est le vécu de l'athlète. Euh, Après, ce que je peux identifier, c'est justement certains feedbacks qui ont été faits sur, justement, au début, par exemple, des difficultés de gestion de stress, où il y a une perte de moyens en compétition, où vraiment à l'entraînement, ça se passe vraiment super bien. Et puis, en fait, à la compète, bah, il y a plus rien, il y a un blocage, c'est presque gelé, quoi. Et puis, on peut mettre en place ben, des différentes techniques de gestion du stress, mais aussi une compréhension un peu plus globale de, en fait, c'est quoi ces stress. En fait, c'est certains traits que la personne elle reconnaît chez elle, par exemple qu'elle est très perfectionniste, qu'elle se met énormément de pression, qu'elle s'est elle-même mis beaucoup d'attentes, et puis au fur et à mesure, on peut justement un peu déconstruire ces choses-là, un peu mettre un peu de souplesse dans cette pression, et puis que voilà, après quelques temps, il y a un retour à, à la performance, mais pas que, en fait, je dirais plutôt aussi que j'ai identifié le plaisir, quoi. Euh, Parce que dans cette situation à laquelle je pense, c'est un tel stress qu'il n'y a même plus de plaisir à la compète, quoi. C'est limite, voilà, une fois que c'est fini, voilà, tant mieux, quoi. Que ce soit vite fait. Et puis justement, c'est aussi de remettre en perspective que, bah, à la base, quand on a commencé, ou que la personne elle a commencé ce sport, bah, elle adorait ça, quoi. Elle faisait ça pour s'amuser. Et puis d'être là à se dire, ben, j'espère que c'est vite fini. Ben, voilà. Donc on peut vraiment aussi ben, rediscuter de tout ça. Et puis que la personne, par la suite, elle a surtout eu du plaisir à aller à sa compète. Et peut-être une autre perspective par rapport à la performance de résultat, mais plus voilà, ce qu'elle avait envie de faire et tout, ben ça, c'est des retours qui sont hyper encourageants. Ouais. Et alors, c'est vrai que moi, ça, j'ai aussi beaucoup vu, Mm. cette perte de plaisir quand il y a le stress, quand on est au niveau. Et je sais pas, moi, par exemple, il y avait une athlète où je lui proposais, à chaque entraînement, fallait qu'elle essaye de rigoler au moins une Mhm. fois. Mais du coup, je suis intéressé de toi, ben, enfin, parce que, enfin, là, on en parle de manière simple, mais en fait, c'est énorme. Enfin, un Mm. athlète qui stresse à fond, comment lui faire retrouver du plaisir? Enfin, c'est vraiment un chemin pas Mhm. évident. Est-ce que tu peux juste en parler un peu plus? Comment un athlète peut commencer à faire ce Ouais, travail-là, de retrouver plus de ouais. plaisir? Ça, c'est clé pour moi. Mhm. Ben, pour moi, il y a une part aussi d'exploration, de comprendre cette perte de plaisir, parce que ça peut être lié à tellement de choses, en fait. Ça peut être, ça peut être par rapport à la pratique, certaines difficultés, mais ça peut être aussi peut-être l'environnement. Il y a quelque chose qui a changé, quelque chose dans l'équipe, par exemple. Il y a tellement de choses qui peuvent influencer le plaisir que ça, c'est hyper important de comprendre, je dirais. D'autant plus que ben, j'ai aussi ma casquette, je ne l'ai pas dit dans la présentation, du travail autour de la sensibilisation de la maltraitance dans le sport. Et puis, bah, il y a un certain nombre de, de choses auxquelles on est attentif. Et puis, la perte de plaisir, bah, elle est aussi à explorer, en fait. Qu'est-ce qui impacte, quoi? Est-ce qu'il y a peut-être des rapports qui sont, ouais, qui font que j'ai plus envie d'aller à l'entraînement au niveau de l'équipe ou une relation qui perturbe. Donc ça, je pense que c'est un point de départ. Après, une fois qu'on a identifié ça, bah, on va pouvoir peut-être mettre des choses en place. Ça fait trait aussi à la motivation, le plaisir. Et dans la motivation, il y a ces différentes composantes déjà. Il y a la partie de compétences. Est-ce que ben, je sens que je progresse? Est-ce que
on me fait des retours aussi sur mes progrès. Comment est-ce que je vois que je développe des compétences? Parce que si je suis constamment dans cette impression de stagner ou que justement c'est trop difficile, ben ça va forcément impacter ma motivation, potentiellement le plaisir que j'ai dans la pratique. Donc ça aussi, on essaie de comprendre, ok, comment ça se passe. Et puis aussi, ben, quel degré de choix j'ai dans ce que je fais. Parce que si par exemple je m'entraîne 6 fois par semaine et en même temps ben, j'ai les études, j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps, mais je peux pas adapter mon entraînement, je dois aller tant de fois, c'est comme ça, c'est toujours le même que je suis fatiguée, malade, peu importe. Ben là, finalement, il y a ce côté où on est obligé, où ça peut aussi impacter justement notre motivation et notre plaisir en fait. Donc c'est aussi d'avoir cette flexibilité, de se dire, ben voilà, là c'est une période où j'ai besoin de plus d'autres choses, peut-être j'ai besoin de plus m'amuser dans l'entraînement, j'ai besoin de faire plus de certains types d'entraînement. Ben, ça permet aussi d'avoir de la flexibilité, mais aussi le fait, ce sentiment que j'ai du contrôle, et puis je peux ajuster, et puis ben, ça fait que je peux aussi modeler en fonction de ce qui m'amène du plaisir, quoi. Donc cette marge de manœuvre-là, elle est super importante. Et puis la troisième chose aussi, quand on parle de cette motivation en lien avec le plaisir, c'est justement le groupe. Comme je disais avant, c'est de savoir, ok, comment ça se passe dans les interactions avec les autres, avec le coach. Donc ça, c'est déjà plusieurs pistes qui sont à explorer. Euh, et puis après, bah, quand on parle de plaisir, ça, c'est ce que je disais un peu avant, c'est ce lien avec quand j'ai commencé la pratique, quoi. Qu'est-ce qui fait que je fais ce sport-là, en fait? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça et à cette intensité? Et là, il y a tout un champ à aller creuser et peut-être auquel se reconnecter. Quand je jouais au basket quand j'étais jeune, ben, je réfléchissais pas, j'allais, je me marrais et je me posais pas de questions, quoi. Et retrouver aussi ce côté du jeu, parce que ben, plusieurs sports dont on parle, ben, c'est un jeu, quoi. Et je vais jouer au basket, je vais jouer au foot, et puis ben, elle est où la dimension du jeu? Donc il y a aussi quelque chose de plus léger, quoi, qui semble des fois un peu paradoxal, parce qu'on pense au sport de haut niveau, ou voilà, sport de compète, où c'est sérieux, et comme si l'un empêchait l'autre, quoi. Mais de ramener ce côté, voilà, un peu de gamin aussi, ou gamine qui va s'amuser, c'est retrouver une certaine innocence aussi, puis ça décharge, quoi, quand même, d'un gros poids. De la simplicité, en fait, à retrouver. Oui, magnifique. Moi, je trouve aussi redonner aussi du pouvoir dans leur choix à ces athlètes qui suivent des entraînements tellement intensifs. Je trouve aussi primordial qu'ils sentent hein, que ça dépend de eux, qu'ils peuvent mettre en place des choses. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, bah, comme on voit, hein, c'est un gros investissement de la part de l'athlète de s'engager dans un entraînement mental. Et puis, ça passe par l'exploration. Et du coup, on se demandait si tu pourrais peut-être donner un exercice simple que tu peux donner aux athlètes pour qu'ils commencent à sentir un peu les effets d'un entraînement mental, par exemple, qu'ils pourraient essayer cette semaine, pour commencer à sentir un peu les effets sur le corps et puis qu'ils puissent trouver justement la motivation de se dire, ah ouais, c'est intéressant et je vais pouvoir commencer le process de cet entraînement. Est-ce que tu aurais un petit exercice comme ça qu'on pourrait essayer aussi peut-être Ah ensemble? ouais. Bah, il y a déjà un tout premier truc qui me vient à l'esprit, puis ça c'est assez rapide, mais c'est cette question qui semble hyper anodine, mais qui est pourquoi je pratique mon sport? Ok. Juste se poser 2 secondes, en fait, qu'est-ce qui fait que je fais ça? Tout simplement. Euh, Puis brainstormer, laisser venir les réponses, on peut les écrire, peut-être que ça vient en plusieurs fois, mais aller bah, explorer, puis voir ce qui peut être surprenant ou pas. Mais ouais, ça je dirais que c'est une première chose qui est toute simple, mais qui est intéressant à se poser comme question de temps en temps. Euh, et puis, je dirais qu'un exercice que je trouve toujours sympa, c'est se reconnecter à des expériences passées qui ont été fortes et agréables, boostantes, qui nous ont fait du bien. On s'est senti, par exemple, confiant, on s'est senti vraiment au max de
pas seulement nos compétences, mais qu'on était dans le moment, que voilà, on avait le plaisir, on avait tout, et aller rechercher quand est-ce que j'ai vécu ça, que ce soit une compète, mais pas forcément, quoi. Ça peut être justement un entraînement, un souvenir plus jeune. Euh, mais là, on peut, quand on retrouve ce moment-là, essayer de se souvenir, ok, c'était comment là dans mon corps? Qu'est-ce qui se passait? J'étais comment? Quelle était ma posture? C'était comment sur mon visage? Je souriais? Comment je bougeais? Je communiquais avec les autres? Et c'est se réimprégner en fait de ces moments-là. On sous-estime souvent le pouvoir de nos expériences passées. On va pouvoir se reconnecter à des choses peut-être parfois plus négatives. Mais en fait, on a tout un bagage aussi d'expériences très riches et positives qui sont là, auxquelles on peut se reconnecter puis qu'on peut exploiter, quoi. Et peut-être, bah, tu es d'accord, je sais pas si tu peux expliquer un peu en quoi ça va forger notre cerveau pour demain. Mhm. Enfin, à quoi repenser à quelque chose dans le Ouais. passé où je me suis senti fort, confiant. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça va aider Ouais. pour demain? En fait, on peut le lier à une technique qu'on appelle l'imagerie mentale, qui est en fait basée sur le principe que le cerveau fait pas tout à fait la différence en fait entre ce qu'on fait réellement et ce qu'on va imaginer. Et donc, quand on imagine quelque chose, sans forcément le faire concrètement, ben, certaines zones du cerveau liées à cette action ben, vont être réveillées et stimulées, quoi. Donc, en fait, quand on repense à quelque chose, ben, en fait, c'est un peu comme si on le revivait. Donc, on peut imaginer bah, comment on se sent quand il y a plusieurs entraînements de suite qui se passent bien. Ben voilà, on est de plus en plus confiant, puis il y a une forme de cercle vertueux qui se met. Hein, on y va avec ce bon feeling, on est content, on est relâché, donc c'est ancré dans le cerveau. Donc en fait, quand on l'imagine, ben, c'est un peu comme si on allait le refaire, quoi. Le pratiquer vraiment. Et c'est ce qu'on appelle la répétition mentale. Donc c'est très puissant parce que ben, plus on le fait, ben, plus on peut aussi quelque part enclencher ce mode qu'on aimerait. Par exemple, la confiance, quoi. Je peux aller rechercher ça là-dedans et puis plus je l'ai pratiqué, ben, plus c'est comme si voilà, j'avais tant de compètes où j'étais confiant ou confiante qui se sont passées derrière moi. Donc, je peux m'appuyer là-dessus. Et puis, ça va aussi après au-delà de nos états internes. C'est aussi pour améliorer des gestes techniques. Il y a d'ailleurs des études hyper intéressantes dans le basket hein, sur ça, sur le pouvoir de la visualisation, sur des groupes qui sont entraînés à faire des lancers francs. Vous la connaissez, cette étude? Ouais, ouais. Ah, ouais. Mais vas-y, raconte, c'est bien, c'est hyper puissant. Un groupe qui s'était entraîné à faire des lancers francs. Non, pas, pardon, excusez-moi. Il y avait deux groupes et un groupe qui a eu une pratique physique, hein, vraiment ils allaient à l'entraînement, ils faisaient des lancers francs. Il y avait l'autre groupe qui ne s'entraînait pas physiquement mais qui faisait en répétition mentale ces lancers francs. Puis je crois qu'il y avait un troisième Et après, il y avait un groupe qui qui faisait faisait rien. rien. Voilà, il y a un troisième groupe Voilà, qui faisait ouais. rien. Et puis ils ont comparé, je sais plus la durée exacte, un certain nombre de jours, leur performance. Et puis ben, ils ont vu que le groupe d'entraînement mental avait amélioré ses performances plus que celui qui faisait en pratique réelle, quoi. Donc c'est quand même vachement impressionnant. Je trouve ça quand même fascinant en se disant, euh, simplement en répétant dans sa tête, on a un impact sur nos performances même motrices. Après, il y a un Ouais. petit protocole à avoir pour que ce soit appliqué juste et puis que ça ait les effets bénéfiques. Et je pense que c'est important aussi de bien savoir le faire, mais dès le moment où on a tout ça, ben, franchement, c'est dommage de pas utiliser cet outil. Ouais. Puis peut-être ben, souligner une chose que tu as dit justement pour les personnes qui écoutent et qui s'intéressent.
c'est de ressentir ce qui se passe dans le Ouais. corps. C'est l'imaginer visuellement dans la tête avec le plus de détails possible, en amenant le plus de sens possible, la vue, même, écoute, entendre des sons, des odeurs, des choses comme ça. Mhm. Puis après, d'aller vraiment sentir dans le corps. Mhm. Je crois Ouais. je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, de plus Ouais. en plus, je vois ça comme fondement, en fait, pour enregistrer tout ça dans le corps. Oui, ouais, non, c'est le cœur de tout ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, enfin, plutôt de l'imagerie mentale qui implique tous les autres sens que juste la visualisation. Euh, Oui. et pour rajouter par rapport au corps, je fais une petite parenthèse parce que je vous mentionnais avant que je travaille avec les chevaux. Et pourquoi on travaille avec les chevaux? Parce que c'est aussi des accélérateurs dans l'apprentissage. Parce que quand on va vivre une expérience qui amène plein d'émotions dans le réel, dans le concret, ben, elle va s'enregistrer plus longtemps et enfin, de manière plus durable et plus intense. Donc, quand on travaille avec les chevaux, on va par exemple faire des exercices à la main, hein, on ne monte pas dessus, mais on va faire des exercices, par exemple pour travailler sur son leadership. Donc, comment j'amène un cheval avec moi, qui me suive, qu'on fasse équipe. Et le fait de le vivre vraiment en concret, quoi. C'est pas juste on en parle, mais je fais l'expérience, ben, ça va s'ancrer plus longtemps parce que, comme tu disais, le corps, tous les sens sont engagés, les émotions sont engagées et ça crée quelque chose qui dure aussi plus dans le temps. Donc je te rejoins complètement. Moi, il y a une chose dont je me réjouissais aussi de parler avec toi, c'est, bah, si je me trompe pas, tu travailles aussi beaucoup avec la Mhm. respiration. Et bah, Florent et moi, on a vraiment une base d'entraînement mental par rapport à la méditation. Et moi, je remarque qu'il y a, évidemment, il y a des parallèles, mais il y a aussi une énorme confusion entre entraînement de respiration que je crois, et c'est là où je suis intéressé d'en savoir plus par rapport à ce que tu fais. Moi, j'appellerais ça cohérence cardiaque. On respire d'une certaine manière, ce qui va engendrer des choses, des changements physiologiques dans le corps, ce qui est ben, top et très Mhm. utile. Et la méditation où bah, une des manières de pratiquer l'entraînement de l'attention, de la méditation, c'est en portant notre attention sur notre respiration, ramener notre esprit dans le moment présent, mais on va pas forcément changer la manière dont on respire. Mais souvent, bah, ça, c'est un peu mélangé dans la tête des gens. C'est, je fais de la méditation, ah oui, je fais l'exercice de cohérence Mhm. cardiaque. Donc voilà, déjà, ben, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, l'entraînement que tu fais avec la respiration, puis justement, comment tu vois un peu ce parallèle, les similitudes et les différences avec la méditation. Oui, la respiration, une grosse partie de mon travail, en effet. Je me suis formée à la pratique de la cohérence cardiaque. Puis, c'était d'abord justement, je me disais que c'était l'aspect central. C'était la cohérence cardiaque qui est ce rythme justement de respiration. Puis, par la suite, en approfondissant la thématique, ben, j'ai découvert d'autres choses, d'autres études qui montraient en fait que c'est un des aspects de la respiration, le rythme. Il y a aussi ben, comment on respire, c'est-à-dire quelle est ma mobilité. Est-ce que je respire beaucoup au niveau du thorax? Est-ce que je respire au niveau du diaphragme? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est coincé? Enfin, tout cet aspect-là fait partie aussi de la respiration. Et aussi, ben, où je respire. Est-ce que je respire par le nez? Est-ce que je respire par la bouche? Est-ce que je respire des grandes inspirations, des petites respirations? Et la quantité d'air qu'on respire a aussi un impact. Donc, en fait, ces trois dimensions sont ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle. Cette mobilité, le rythme et la quantité d'air. Et, et donc, c'est là où ça m'a fait approfondir comment ça s'utilisait avec les athlètes. Je me suis certifiée avec un programme qui s'appelle Oxygen Advantage, qui justement, eux, ont fait on fait des recherches, mais ont aussi rassemblé beaucoup de recherches sur ces sujets dont pendant longtemps on ne parlait pas beaucoup, justement sur cette importance de comment on respire. Et même cette question qu'on s'est toutes et tous posée, est-ce que je respire par le nez ou par la bouche ou comment je fais à l'effort, où on entend tout et son contraire, quoi, vraiment. Donc j'avais aussi cette volonté puis besoin de pouvoir un peu dire, ok, mais c'est quoi le fil rouge finalement quand on parle de la respiration, quoi. Donc euh, ce côté-là, respiration fonctionnelle, il est hyper important parce qu'il va déterminer
comment je respire à l'effort. Donc c'est les habitudes que j'ai quand je respire la journée vont être amplifiées quand j'ai plus d'intensité, que je cours, je fais un effort. Et puis ça va impacter la performance que j'ai. Si je suis très vite essoufflée, ça va péjorer ma performance, ma récupération et aussi ma gestion du stress. Donc il y a eu tout un champ comme ça que je me suis dit qui était à explorer et aussi justement comment, une fois qu'on travaille sur cette respiration fonctionnelle, donc avoir ces bonnes bases, comment on peut même entraîner plus sa respiration. Parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup aussi, on parle beaucoup de l'entraînement cardio, mais c'est des choses différentes. C'est pas forcément parce qu'on fait beaucoup de cardio qu'on respire bien. Et certaines études ont montré aussi que des athlètes, même de très haut niveau, n'ont pas forcément des habitudes respiratoires qui sont optimales et qui pourraient même justement améliorer leur performance en respirant mieux. Donc il y a tout un champ là qui permet de travailler là-dessus. Après, on peut aller même encore plus loin, hein. On va travailler avec des apnées. C'est pour faire en fait de la simulation d'entraînement en altitude. Donc un peu comme quand on va par exemple, avant une compétition, on va faire un camp en altitude. Ça va impliquer plein de changements dans le corps. Puis, on va justement vouloir capitaliser sur ces adaptations. Là, en fait, on crée ça en faisant des exercices d'apnée. On s'entraîne aussi, on peut mettre des masques qui amènent une résistance aussi au moment de la respiration. Donc, il y a tout un panel de choses qui vont dans l'idée du développement de la respiration. Donc, ça, c'est un peu pour le contexte de ce qui m'a amené là-dedans. Puis, en fait, je trouvais hyper intéressant parce que en même temps, on travaille sur ce côté physiologique, performance, mais en même temps, on travaille sur une attention à soi. Parce que dès que je vais commencer à entraîner ma respiration, pendant mon entraînement, je vais faire attention à comment je respire. Est-ce que je respire par le nez? Est-ce que je respire vite? Comment je récupère mon souffle? Comment est-ce que je bouge bien le diaphragme et tout ça? Donc c'est aussi une manière de ramener son attention sur ici, maintenant. Je trouvais intéressant de faire ce lien aussi quand on parle de la gestion du stress, de la concentration. Et je trouvais que ça amenait plusieurs aspects d'un coup. Euh, Après, par rapport à la pratique de la méditation, je te rejoins aussi sur parfois le fait de confondre un petit peu les pratiques. Euh, pour moi, dans ma manière de fonctionner, j'invite, je dirais, dans un premier temps, à développer justement cette conscience de ce qui est en train de se passer là maintenant, d'être dans justement cette observation. Typiquement, avant une compète ou pendant un entraînement entre des intervalles, ok, là je respire comment, je constate ce qui se passe, comment c'est dans mon corps. Et pour moi, il n'y a pas même de travail de respiration possible s'il n'y a pas ce travail de conscience de soi avant. Donc c'est le premier pilier qui ensuite après va permettre de choisir la régulation si on en a besoin. Si je vois que justement mon rythme cardiaque est élevé, j'ai une respiration thoracique et je me sens stressée, j'ai la possibilité de me dire ok, je peux ralentir mon rythme cardiaque en respirant un peu plus lentement, en faisant de la cohérence cardiaque. Et puis là, je peux avoir un impact sur mon système nerveux. Et donc, pour moi, ça se complémente. Et il n'y a pas de régulation possible sans présence à soi avant. Et alors, dis-moi si je me trompe, mais et j'ai oublié son nom, mais je crois que tu as accompagné un nageur de l'extrême, je sais plus exactement ce qu'il a Ouais. fait, puis je me permets de demander, parce que je crois que ça a été un peu Mhm. médiatisé, et je crois que tu l'as entre autres entraîné justement dans la respiration. Mhm. Ça, c'est un exemple concret, je sais pas si tu es d'accord d'en parler un peu, c'est assez Ouais. chouette. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça lui a permis de Ouais. faire, qu'est-ce qu'il a Ouais, accompli? ouais. Oui, oui, je peux en parler parce qu'on en avait.
pas mal discuté aussi pour justement amener de l'information un peu sur qu'est-ce que c'est ces différentes techniques. On avait beaucoup travaillé au début sur la cohérence cardiaque. Euh, je travaille aussi avec la cohérence cardiaque, je travaille avec un petit capteur de biofeedback qu'on peut mettre sur l'oreille et qui donne en temps réel la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc on voit comment bat son cœur. Et puis c'est intéressant de voir quand on fait une pratique de respiration, de cohérence cardiaque, par exemple, on ralentit son rythme de respiration à 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, comment ça impacte ces battements du cœur. Donc ça donne un côté très concret en fait à la pratique. Donc au début c'était cette idée déjà de prendre connaissance du pouvoir de la respiration. Je dirais que c'est souvent un peu ça où on dit respirer, oui, on respire, voilà, mais on pourrait négliger ou un peu sous-estimer à quel point c'est fondamental. Donc c'est déjà aussi développer ce rapport avec la respiration. En fait, tout au long de la journée, je peux y faire attention ou pas, et c'est déjà une manière d'être conscient, de revenir parfois au calme, et puis d'avoir déjà cet outil au quotidien. Donc c'était ce travail-là pour déjà aussi un aspect de gestion du stress aussi, je dirais. Parce que juste, c'était quoi déjà le nom du nageur, puis qu'est-ce qu'il avait fait? Alors, c'était Noam Yaron qui a fait. On avait commencé à travailler ensemble pour sa traversée du lac Léman, qui était le premier défi qu'il a fait en longueur il y a quelques années déjà. Et après, il en a fait plusieurs autres chaque année jusqu'à traverser la Méditerranée. Enfin voilà, ça allait de plus en plus à large échelle. Mais c'était une des premières choses qu'on a travaillé. Enfin, typiquement, c'était un projet justement de mettre en place l'aspect mental, de développer des outils en fait en préparation du projet qui allait venir. Donc, on a travaillé pas mal sur ça. Puis par la suite, parce qu'après, il a aussi ajouté en fait un de ses défis qu'il a fait. Il avait ajouté le triathlon, enfin c'était un défi de triathlon en fait, où il avait traversé la Suisse en triathlon. Et puis c'était en passant par les lacs, plusieurs lacs d'altitude. Et donc l'idée c'était justement de bénéficier aussi de ces techniques d'apnée, d'entraînement à la respiration pour se préparer à ces cols, à ce travail en altitude. Donc on a aussi inclus ça dans la prépa. Puis avec toujours en fond le côté euh, calmant, je dirais, et équilibrant de la cohérence cardiaque et de la respiration calme. Je pense que ça, je ne l'ai pas mentionné avant, mais c'est aussi un impact important. Enfin, ça a aussi un impact important dans la récupération. Parce que quand on respire en cohérence cardiaque, on va aussi stimuler le système parasympathique qui est actif et lié à justement le repos, la digestion et la récupération. Donc, quand on est beaucoup dans l'autre, dans le sympathique, on s'entraîne à l'intensité, c'est important de pouvoir aussi calmer, équilibrer ce système nerveux. Et cette pratique de cohérence cardiaque, elle permet d'aller favoriser ça. Donc, de manière générale aussi, c'est une pratique qui est toujours bénéfique pour la récup. Voilà, si ça répond un petit peu pour Ouais, vous trop donner bien. quelques images. Ouais. Oui, merci pour ce. On n'imagine pas que même un triathlon ou un champion de natation a aussi besoin d'apprendre à respirer, cet élément fondamental. Je crois aussi dans la prépa qu'on fait avec Jackson aussi, qui est liée avec la méditation, il y a cette idée d'accueil inconditionnel, puis ça donne une coloration peut-être que dans le sport on peut on peut allier la performance avec le sentiment de plaisir, de bonheur, de pouvoir tout accueillir. Par exemple, ça c'est une dimension pas mal avec les méditations. Toi, est-ce que tu aurais une clé justement tu as beaucoup pointé sur cet accompagnement assez global que tu proposes. Ce serait quoi aussi une clé que tu pourrais un peu expliciter sur le fait que la performance va avec le plaisir et le bonheur? Tu l'as bien expliqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura un peu une autre dimension que tu aimerais amener?
l'importance d'explorer différentes facettes, je dirais, de son identité. Euh, Ça rejoint Mhm. un petit peu ce qu'on disait avant sur l'identité d'athlète où il y a peut-être parfois des attentes, on veut vraiment faire bien et puis on oublie peut-être un petit peu le côté innocent euh, d'où on vient et finalement on est tellement aussi focus sur les enjeux et les résultats sportifs ben, que ça en devient ben, son monde entier, quoi. Et, euh, et bien entendu, le sport à haut niveau, enfin, plus on va à haut niveau, plus ça prendra de la place, certes, c'est comme ça. Euh, mais ça n'empêche que ben, toutes les autres facettes sont super importantes. Et on le dit souvent, mais je pense que c'est jamais de trop qu'on n'ait pas le sport qu'on pratique. Voilà, on est des êtres humains qui faisons, pratiquons différentes activités. Et il y a plein d'autres qualités, forces, ressources qu'on développe aussi en dehors du sport. Et que ça fait partie aussi de la vie, de pouvoir être au contact de ça. Je pense que à nouveau, ça peut sembler un peu paradoxal parce qu'on se dit, ben voilà, le sport c'est le plus important, donc c'est là où on va mettre toute l'énergie, mais parfois quand on peut investir aussi d'autres choses, ça enlève un peu de pression sur ce sport, puis ça nous ramène à bah, justement la personne, l'enfant qui va pour s'amuser, et puis des fois c'est là qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Et souvent, je pense que vous l'avez déjà aussi observé, quoi, de pouvoir jouer avec cette liberté, bah, ça permet voilà, d'attendre des grandes choses sans même justement avoir l'attente que ça arrive. Mais c'est en pouvant aussi mettre de l'importance et de l'investissement dans d'autres sphères de vie, quoi. Et je pense notamment aux jeunes, aux ados, où, bah, voilà, on est aussi ados, quoi. Et il y a plein de choses qui se passent à l'adolescence. Le sport est bien sûr super important, mais tout le reste est hyper important aussi. Ça sera peut-être jamais du 50, enfin, une division égale, parce que, ben voilà, c'est pas forcément possible, mais c'est aussi important d'être ado, de s'amuser, de sortir, de faire des choses voilà, de ce qu'on fait à cette époque-là de sa vie, quoi. Mhm. Ouais, les accompagner pour être des êtres humains épanouis. Et puis après ça va se mettre dans le sport Ouais. naturellement. Moi, je crois que c'est vraiment aussi fondamental. Merci, c'est très riche et très passionnant. Peut-être pour finir un peu le tour d'horizon de ce qu'on a vu, toi, personnellement, est-ce que tu aurais un conseil qu'on t'a donné pour ton entraînement mental dans ta riche carrière de sportive, qui t'a vraiment marqué, qui a fait justement des petits tournants dans ta Mm. psychologie, et puis qui t'ont vraiment aidé, que qui serait d'accord de nous Mm. partager? Oui, alors ce qui m'a le plus marqué, c'était cette idée d'être dans l'instant présent. Vraiment, je me rappelle même de la première fois où je l'ai mis en pratique en compète. On avait fait cet exercice, c'était assez au début que je travaillais avec un préparateur mental en Belgique. Et, euh, et puis justement, il m'avait donné ce mot-clé d'ancrage pour me ramener dans l'instant présent. Et on avait réfléchi ensemble à comment je pouvais avoir un petit signal pour m'en rappeler. Un peu Ouais, ouais. Et physique. du coup, Mhm. enfin, j'avais mis sur la bride de mes deux chevaux là qui passe entre les deux oreilles, j'avais mis un petit scotch que seulement moi je pouvais voir depuis dessus. Et comme ben, je regarde devant, forcément je le vois. Et à chaque fois que je le voyais, ben, je revenais dans le présent. Puis c'était quoi revenir dans le présent? C'était sur des aspects techniques et mes sensations au moment où je faisais ben, certains exercices, certaines figures. Et quand je l'avais mis en pratique pour la première fois en compète, je me rappelle que ça avait été tellement intense au niveau mental. Je suis sortie, j'étais mais lessivée. Vraiment, je m'étais dit, enfin, ça m'avait demandé une telle concentration parce que je m'étais rendu compte le nombre de fois que je partais.
de cette concentration. Surtout en dressage, à cheval, entre différentes figures, il y a du temps, quoi. Donc, si on a loupé un truc, on a le temps d'y repenser. de Ouais, ruminer. exactement. Il y a parfois pas mal de temps. Et du coup, je constatais vraiment en me disant, waouh, l'attention, elle part. Et en fait, je la ramène, elle part, je la ramène. Puis c'était vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un workout, d'avoir ramené constamment mon attention sur place. Mais j'ai fait un de mes meilleurs résultats ce jour-là, puisque j'ai fait aucune faute. Et j'avais fait vraiment un super parcours. Puis je m'étais dit, mais waouh, en fait, c'est vraiment puissant d'expérimenter ce truc de revenir dans du concret. Et c'est un outil que j'aime beaucoup aussi partager parce que voilà, ça m'avait beaucoup aidé. Et ouais, c'est très concret, je trouve. Ouais, c'est hyper inspirant. Ouais. C'est vrai que l'entraînement à revenir dans le présent, c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans la méditation, puis qu'on peut appliquer aussi du coup dans la vie de tous les Oui, c'est jours, ça, absolument. aller à l'école, au boulot, et puis ou simplement quand on va marcher au bord du lac. Mhm. Donc, merci infiniment. On arrive, c'était magnifique. On arrive gentiment au bout de ce partage d'expérience très riche. Et puis, on voulait simplement te remercier du temps que tu as pris pour faire avancer cette idée de l'entraînement mental, en espérant voilà, que ça donne envie à plein d'athlètes de venir simplement goûter, et puis en goûtant, en donnant encore plus envie d'approfondir cette incroyable pratique, et qui accompagne et qui renforce tellement leurs compétences sportives. Merci. Merci à vous. Merci Merci infiniment. beaucoup.